commencer. Bien. Alors, mesdames, messieurs, au nom des Colonnes et en remerciant notre invité pour ce webinaire d'actualité, Alain Junot de l'AFNOR, je vous salue. Je vous remercie d'être présent, de participer pour beaucoup, je le vois régulièrement, à ce petit point d'actualité qui est une réflexion sur les événements qui nous concernent et qui se sont déroulés dans le mois passé. Comme vous allez le voir dans les slides là, de présentation, nous faisons ça au nom des Colonnes, qui est un acteur aujourd'hui qui tire la compétence durable des acteurs économiques. Notre rôle, c'est à travers nos programmes d'essayer de vous aider à acquérir des savoirs, mais aussi à les mettre en œuvre, à fédérer des équipes et à le faire dans une vision d'innovation pour réussir la transformation. Donc, la question de la compréhension du paysage, de ce qui se passe, des acteurs. Et là, je vais vous montrer un peu maintenant la synthèse de ce que nous avons vu cette semaine, ce mois-ci. La compréhension du paysage est indispensable comme, pour avancer. Que se passe-t-il? Que font les différents acteurs? Comment ils se positionnent? Et donc, quels sont les éléments qui vont impacter votre action en termes de vitesse, en termes un peu d'intensité d'action, en termes également de champ d'initiative. Alors, comme vous l'avez vu dans la slide précédente, comme vous l'avez vu, ce mois-ci est évidemment marqué par l'anniversaire donc de la COP 21. Et c'est un anniversaire qui n'est pas banal parce que il y a trois caractéristiques. D'abord, il intervient dans un contexte où la métrique, la mesure du climat, l'OMM l'a rappelé, mais d'autres le disent, d'abord n'est pas très satisfaisante. La pandémie a réduit certes des émissions, mais jamais nous avons connu des hauteurs, des asymptotes dans les températures depuis des lustres. Et là, il y a une confirmation des tendances lourdes qui ne sont pas très réjouissantes. Mais surtout, il y a un jeu géopolitique qui a tourné. Ça, c'est le plus important, le retour des États-Unis et également, on va le voir, les indications, l'amélioration des engagements des États. Et puis, on a aussi une montée en puissance un peu d'acteurs. Donc, on voit que cet anniversaire se passe avec un climat qui tranche quand même, qui est un peu ce que Christian de Pertuis appelle un retournement. Je pense qu'on est dans une phase de retournement par rapport à la période passée, mais ça ne veut pas dire que pour autant on soit sur des rails satisfaisants. Alors, je tire trois leçons, je vous propose trois leçons de l'actualité passée. On voit que la machine publique un peu partout continue un peu de prendre la main sur les politiques dans le sens du développement durable et notamment au travers du climat. Là, on a un coup de rein qui a été donné par les acteurs étatiques. Deuxièmement, on est rentré parallèlement dans une bataille de normes, et j'insisterai, et Alain Junot ira beaucoup plus loin que moi sur notamment l'ISO 26000 et notamment d'autres normes en discussion, mais ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas évident, même les acteurs ne font pas attention, mais de manière sourde et de manière un peu cachée, la compétition sur les normes est très active. Et troisièmement, la société civile, aujourd'hui, prend la main à travers quelques initiatives qui sont intéressantes à noter dans la période récente et que je voudrais commenter devant vous. Donc, on a là un jeu, si vous voulez, vous voyez, où on a les trois dimensions, hein, la dimension climat, la dimension normative et la dimension sociétale, qui sont des moteurs puissants de ce qui se passe, c'est-à-dire de cette transformation. Alors, si on rentre maintenant dans le sujet principal aujourd'hui de l'actualité, c'est-à-dire les 5 ans de l'accord de Paris, avec cette clé, comment passer de l'ambition qui a été réaffirmée ce week-end à travers le séminaire des chefs d'État autour des Nations Unies, pour aller de l'ambition à l'action.
il y a eu un certain nombre d'États qui ont rehaussé donc leurs engagements, leur NDC. Tout ça est plutôt réconfortant. L'Europe en tête, avec le vote de la proposition par rapport à 90 de moins 55% des émissions, qui est un engagement très très fort et qui montre que l'Union veut vraiment avoir un leadership et maîtrise ses relations avec les pays qui ont plus de mal, la Pologne, d'autres, et donc a réussi à trouver à l'interne un compromis entre les pays engagés, les pays pour lesquels c'est plus difficile, puisqu'ils ont un mode énergétique fossile, et l'ensemble un peu de la politique qui relie ça au plan de relance également. Donc on a une sorte de cohérence politique, vous l'avez noté, qui met l'Europe en tête aujourd'hui dans ce domaine et avec une grande attente à l'égard des États-Unis pour voir comment la nouvelle administration va s'y prendre. Je note pour vous que la Banque centrale européenne, qui est aujourd'hui quand même le grand chef d'orchestre de la situation économique de nos 27 pays, hein, a demandé à toutes les banques de préparer des tests et de faire de la gestion du climat une clé de la gestion des risques. Ce n'est pas une position banale, c'est une position très très forte. C'est une position qu'elle va suivre. Donc la BCE, ce n'était pas clair dans le traité qui l'a fondé, hein, mais la BCE s'est autosaisie du risque climat et le pousse très fortement. Il faut noter ce point qui est extrêmement positif. On voit que certains pays, alors la Norvège ne le fait pas encore, mais c'est le Danemark qui a pris le leadership, puisque c'est en fait le premier pays producteur dans l'Union d'énergie fossile, de pétrole et de gaz, a annoncé donc qu'il arrêterait en 2050 cette exploitation. C'est pas anodin, c'est pas anodin et ça donne le là. La Commission européenne, alors, est un acteur aujourd'hui, je l'ai dit, très fort, à travers plusieurs initiatives qu'elle a mises sur la table là aussi. Elle a publié une stratégie détaillée, précise sur la mobilité durable, les modes de transport, le développement des infrastructures. Elle a également publié des réglementations pour que le système des batteries, pour lesquelles a été engagée une politique industrielle, que les batteries rentrent dans une logique de recyclage propre, de suivi, et donc ce sont des éléments importants. Alors, je rappellerai, Pascal Canfin l'a fait officiellement dans la presse cette semaine également, que l'Europe, à travers deux règlements sur l'ESG, va là aussi faire franchir une étape aux entreprises, puisque, comme vous le savez, les entreprises comme les investisseurs devront bientôt donner le signal de leur cohérence par rapport à la taxonomie, pour être dans à la fois leur chiffre d'affaires et d'autre part dans leur CAPEX, dans leurs investissements, cohérents avec le pourcentage au minimum 50% d'activité durable. Voilà, ça, ce sont des éléments très forts. L'ambassadeur pour la COP26 donc de Glasgow, l'ancien responsable dirigeant de la Banque d'Angleterre, McCartney, donc a obtenu satisfaction puisqu'il avait demandé à tous les pays d'appliquer la TCFD. Alors, vous avez vu que cette décision a été reprise par le président Macron qui a dit tout le CAC 40 devra appliquer la TCFD. Alors, la TCFD, comme vous le savez, c'est une logique de gestion en gouvernance très large du risque climat par les entreprises. C'est un document normatif recommandé aujourd'hui, donc qui va devenir de plus en plus obligatoire. La seule chose qu'on peut se dire, c'est très très bien en soi d'avoir une bonne méthode, mais on est un peu étonné quand même que cette initiative qui est gérée très fortement par Bloomberg, Michael Bloomberg, est quand même le monde un peu anglo-saxon, n'ait pas fait l'objet d'une gestion de sa gouvernance plus élargie. Bon, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des problèmes qui se posent. Et je signale toujours dans ce registre climat et dans ce registre des grandes informations que Pascal Canfin, donc président de la commission environnement du Parlement, a insisté beaucoup dans le fait que maintenant on allait pouvoir passer dans une intégration dans les accords de libre-échange compatibles avec l'OMC pour faire en sorte que les engagements climat deviennent des clés pour la négociation commerciale. Ce sont là aussi des discours qui étaient iconoclastes il y a 10 ans, hein, impossibles à entendre, et qui là montrent vraiment une inflexion de l'histoire. Alors, si on avance
aujourd'hui sur l'application à la France de ceci. Il y a quand même des signaux qui se sont mis en place. Je vous signale d'abord un très bon rapport que le RAC, le Rassemblement Action Climat, a publié sur les coalitions telles qu'elles fonctionnent, pas assez bien, pas assez gouvernées, de manière un peu trop affichée. C'est vraiment un travail très intéressant qui montre qu'il y a des progrès à faire autour de ces coalitions très, très importantes. Tout à l'heure, le président de la République fera la synthèse sur la suite de la Convention citoyenne, qui a trouvé déjà une première expression dans le projet de loi climat dont il a été publié, énormément d'indications par les pouvoirs publics de ce qu'ils allaient faire. Et il y a beaucoup d'annonces qui sont prévues sur à la fois l'inflexion dans les marchés publics, dans les entreprises, le fait que le comité social et économique devait donner un avis sur les questions environnementales, sur la formation professionnelle, sur l'artificialisation des sols à faire baisser, les réglementations sur les véhicules, sur également le fait qu'on ne pourra pas augmenter les aéroports, les obligations pour les chargeurs dans les transports d'indiquer également leurs efforts en faveur de la réduction des émissions, la publication par les petites entreprises d'un bilan climat. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses qui arrivent et donc ceci est à suivre alors de manière très, très concrète. La décision importante de cette dernière période, c'est celle du Conseil d'État qui dit très clairement à la puissance publique, qui dit très clairement à l'État, vous avez un engagement à tenir sur le climat, montrez-nous comment vous le faites et nous nous donnons satisfaction aux collectivités ou aux plaignants qui disent qu'actuellement, ils sont mis en risque. Bon, c'est l'affaire Grande-Sainte qui a été jugée. Il y en a eu d'autres, avec la question dans la vallée de l'Arve aussi, où l'État était considéré comme co-responsable. Donc, les juges continuent de presser énormément les acteurs publics. Il y a aussi ce débat aujourd'hui sur le délit d'écocide, ce que la Convention voulait criminaliser, qui ne sera qu'un délit, et qui suscite de la part des ONG une très forte critique en disant attention, les entreprises vont pouvoir faire des transactions financières autour de leurs atteintes à l'environnement, c'est pas bien, etc. Donc là, on a un débat très sérieux. À noter que l'Assemblée a voté une proposition de résolution pour introduire les ODD dans la Constitution. Je signale aussi que la Cour de cassation a rendu une décision pour dire que lorsqu'une société, une entreprise rachète une autre, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, elle doit intégrer les passifs environnementaux. Il y a eu beaucoup de débats dans le passé là-dessus. Et donc, il y a une sorte de continuité. Les affaires comme Metal Europe ne devraient plus pouvoir se passer. Je signale aussi en matière judiciaire que le défenseur des droits, Madame Hédon, a déclaré qu'au travail, il y avait encore beaucoup, beaucoup de discrimination. La loi qui avait été votée par Brune Poisson est passée donc en application. Elle redéfinit, c'est très important, la REP, la responsabilité élargie du producteur. Elle la rend beaucoup plus nette et applicable. Là aussi, c'est une étape, vous savez, c'est un des grands principes de Rio, pollueur-payeur. Voilà. Et puis, il y a un débat qui s'ouvre aujourd'hui sur l'énergie, qui se réouvre avec la position du gouvernement pour supprimer dans les installations nouvelles le chauffage au gaz, qui ne fait pas plaisir évidemment à Engie. C'est important. J'avance donc de ces questions climatiques qui sont accélérées à la bataille des normes. Nous sommes rentrés en coulisses aujourd'hui dans une compétition pour qui va dire quoi, dans une géopolitique où les États-Unis aujourd'hui ont une certaine vision des choses, les Chinois une autre, et l'Europe notre vision. Alors, l'initiative qui fait un peu hurler, qui est un peu problématique, c'est celle qui a vu les acteurs européens comme Integrated Reporting, c'est le rapport intégré, aussi CDP, bon, rejoindre un peu la coalition autour de SASB, qui est un peu l'acteur privé qui a fait la normalisation de l'extra-financier, des risques à l'américaine, dirigé là aussi par Michael Bloomberg. Et donc, on a aujourd'hui une sorte de main prise par les investisseurs américains sur le système, puisqu'ils ont en fait, ils sont coalisés aussi avec l'IASB. Et donc, il y a un très grand risque pour les Européens de faire le travail qui a été engagé très bien par l'autorité comptable, Patrick de Cambourg, les FRAG et la Commission européenne sur la révision NFRD. Mais enfin, la question, ce n'est pas les informations, ce n'est pas les rapports des entreprises. La question, ce sont les pratiques des investisseurs.
Et donc, si le monde investisseur américain se dote de règles et qu'on les voit passer et qu'on n'est pas dedans, nous allons avoir des soucis à nous faire. Donc, il y a là une problématique qui est politique. Et qui ne se résout pas à des questions de comptabilité. Je réalise que les autorités, les pouvoirs publics sous-estiment en Europe considérablement cette question. Il y a un rapport très, très important donc, du Climate Disclosure Sustainability Board qui est sorti, qui pousse à la dynamique de transparence en la matière. Alors ça, c'est un élément plutôt favorable, je dirais, mais encore faut-il que les recommandations des acteurs rentrent dans des gouvernances qui sont des gouvernances partagées au plan international. Sinon, on va avoir des césures très profondes. J'ai parlé des indicateurs liés à la taxonomie. Et je rappelle que le texte vigilance européen, qui est un des grands chantiers qui va être très important, a été donc traité au Parlement européen avec un rapport de Raphaël Glucksmann sur le sujet, donc qui pose le sujet, donc la machine avance. Je signale également une publication par le président de la République d'un appel avec beaucoup d'acteurs de la tech sur Tech for Good pour essayer de dire aux GAFAM eh bien, allez-y de manière volontaire aussi. N'attendez pas qu'on vous fasse les digital hacks que la Commission européenne est en train de mettre en place. Voilà. Le guide de BlackRock sur la durabilité rentre dans la stratégie. C'est un bon signe à voir, comme quoi, vous voyez, les investisseurs peuvent être à la fois, les investisseurs américains qui comptent par-dessus tout, peuvent être à la fois, je dirais, ouverts et en même temps soucieux de contrôler les normes. Alors ça, c'est sur cette partie normative qui est extrêmement exigeante. Elle nous laisse penser qu'il faut qu'on monte d'un niveau politique et de mobilisation. Alors, la société civile s'y emploie. Je dirais qu'il y a étonnamment, du reste, des liens qui ne sont pas aussi bien réglés entre les acteurs publics qui lancent des choses, parfois avec consultation, souvent avec beaucoup de maladresse avec les acteurs de la société civile. Donc, il ne faut pas s'étonner aussi que du côté de la société civile, les déceptions, les frustrations, les initiatives un peu radicales l'emportent. On n'est pas dans un climat de coopération aujourd'hui qui est très bien réglé. Alors, typiquement, Time for Planet, c'est un fonds citoyen qui s'est lancé, qui considère que bon, bah, il ne faut pas uniquement tout confier aux acteurs financiers. Très bonne initiative aussi des cadres et des acteurs d'entreprise qui sont réunis dans Alumni for the Planet. Je signale que notre réseau MR21 en fait partie. Et donc, c'est une mobilisation élargie. La votation suisse était un signal très, très important. Alors, elle n'est pas passée, mais le Conseil confédéral va faire un texte qui demande aux entreprises, en fait, multinationales ayant leur siège en Suisse, d'appliquer quasiment la loi devoir de vigilance. Glencore, Trafigura, des grands acteurs du trading concernés par ça, est très visé et très attaqué pendant cette campagne sur la votation. On dit qu'ils allaient prendre des initiatives en la matière. Donc, ça bouge. Et alors que vous aviez une inertie en Suisse extrêmement forte sur la question, là, elle a été reprise au plan national. Des initiatives d'entreprise sont à signaler, elles sont intéressantes. Decathlon est en train d'expérimenter un modèle du tout service location. Yoplait va faire ses premiers yaourts qui sont entièrement 100% en carton recyclé, enfin plastique recyclé et également en carton. Et puis, on a vu des entreprises comme certaines, par exemple, Plastic Omnium qui a dit qu'ils allaient aller sur l'hydrogène. Schlumberger, c'est intéressant de dire, bah, moi, le pétrole, c'est derrière moi, et on va faire de la géothermie, on va servir les particuliers. Ce sont des signaux qui montrent qu'il y a des adaptations de business model quand même qui sont fortes aujourd'hui et qui existent. Alors, il y a un débat qui n'est pas tranché, qui est actif et qui est un peu douloureux pour les acteurs, c'est celui sur la publicité. Le monde de la publicité a beaucoup traîné, le monde du marketing s'est un peu braqué depuis des années, et là, il est pris de court par les initiatives tant de la Convention citoyenne que d'autres, qui disent, bon, ben maintenant, il faut interdire ceci, mettre sous le contrôle du CSA cela. Donc, à la suite des fameux États généraux de la communication qui ont traité ces questions sur la durabilité dans la communication, eh bien, il y a des lignes de force qui se dessinent, mais qui sont très contraignantes pour le secteur.
2 rapports à l'Assemblée nationale vont sortir, sont sortis, sont importants. Alors, celui de Dominique Potier sur le partage de la valeur, très attendu, il s'attaque à un Everest économique, un sujet très complexe. Il le traite surtout à travers les écarts de rémunération. Je trouve que c'est un rapport un peu décevant dans la manière dont il est pris parce qu'il ne pose pas tellement la question du débat sur la transparence et les modalités de décision. Il les pose plutôt sur un peu les écarts de rémunération, qui est un des sujets, bien sûr, mais qui fait partie des décisions d'entreprise et que la réglementation n'a pas vocation normalement à vouloir trop cadrer. Un peu, pas trop. Alors, Madame Coralie Dubost sort son rapport aussi sur le contrôle des labels avec des directions sur comment on peut éviter la confusion des genres, comment on peut accroître pour le public la crédibilité dans les labels. Il sera présenté le 8 janvier. Voilà, ça, ce sont des initiatives que j'ai sélectionnées qui sont intéressantes. Je rappelle donc aussi, un peu pour aller vers la conclusion, le débat, et laisser à notre invité que je vais présenter, Alain Jounot, la possibilité de nous approfondir un point d'actualité, c'est notamment la question de l'ouverture de la réouverture de la négociation au sein d'ISO sur la 26 000, mais dire que cette semaine, il y aura un rapport important, celui de Pascal Durand, qui va être discuté au Parlement européen sur la gouvernance durable en plénière. Et à partir de là, le process va s'amplifier sur cette thématique qui est assez rassembleuse, puisque la question de la gouvernance, évidemment, va reprendre tous ces débats. Je signale que MR21 organise un dialogue auquel tout le monde est invité, qui est ouvert donc à 18h30 jeudi, donc à l'issue du débat sur la gouvernance durable avec le rapporteur, avec Pascal Durand. Ce sera particulièrement intéressant. Pour terminer également sur quelques travaux de fond intellectuels qui sont sortis, Madame Renoir, donc, qui anime Campus de la Transition, a publié avec quelques acteurs le manuel de la grande transition, qui est un très très bon travail de réflexion intellectuelle sur les bases du développement durable, formé pour transformer au lien qui libère. Un article très important de Barou dans Les Échos sur comment on réinvente la multinationale. Et puis, un livre qui fait le point sur l'économie post-Covid de 2 économistes importants, Olivier Pastré et Patrick Artus, qui montre bien qu'il faut que les entreprises basculent, se saisissent de ces questions et que tout n'est pas que dans la régulation, dans la dépense publique, dans la protection par la Banque centrale de la monnaie, etc. Et que les entreprises ont une part de la transformation à porter de manière proactive. Voilà. Donc, je vous incite à regarder ceci et nous aurons l'occasion, donc en janvier, de vous inviter également à ce prochain suivi de l'actualité, qui sera peut-être plus sur la façon dont on vit la pandémie en période de fête. Mais comme vous le constatez, chaque mois où nous abordons cette actualité, nous sommes pris un peu à la gorge par des sujets très, très importants, entraînés dans des actions qui sont en profondeur des changements de règles et un besoin de traduire ça d'une façon opérationnelle par nos entreprises dans une transformation qui aujourd'hui n'est pas un mot. Aujourd'hui, c'est une ligne d'action qui ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. Nous rentrons dans un cycle de transformation profonde qui sera notamment un des enjeux de 2021. Nous en reparlerons tous ensemble. Je passe donc la parole à Alain Jounot, que je remercie vraiment de nous éclairer. C'est un des grands spécialistes de l'ISO 26000, évidemment, puisque AFNOR porte la négociation ISO en France. Et grâce à lui, on va essayer de comprendre la bataille un petit peu qui se cache derrière la réouverture de la négociation. Où est-ce qu'elle nous mène? Est-ce que le pont va être fait avec les ODD, puisque l'ISO 26000 date de 2010, les ODD 2015? Ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose. Et comment les rapports de force vont permettre d'aller ou pas vers une ISO 26000 dont la faiblesse était la non-certificabilité? Est-ce qu'on va modifier les choses sur ce terrain-là? Et comment Alain voit l'apport de l'ISO 26000 à l'équilibre des normes? Alain, je vous passe la parole et je remercie les uns les autres de leur écoute. On se reverra dans la discussion. Merci Patrick. Je vais vous faire une présentation sur les enjeux de la révision de la norme ISO 26000, puisqu'on est en plein débat actuellement. Et pour comprendre, et ça va être
à mon avis, très intéressant de voir le lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur le reporting extra-financier. Pour comprendre, je dirais, les enjeux de la révision, je vais faire un retour en arrière. Pourquoi elle a été élaborée? Parce que vous allez comprendre très rapidement que la position, le positionnement de différents acteurs se retrouve aujourd'hui au cœur des débats sur sa révision. La norme ISO 26000, finalement, elle a suivi le parcours historique sur le développement durable, puisque si dans les années 80-90, c'était avant tout les scientifiques, ONG, voire gouvernements et nations qui se sont emparés du sujet, on s'est aperçu très rapidement à partir des années 2000 que notamment les entreprises, mais aussi autres organisations, et notamment les associations de consommateurs, s'intéressaient au sujet dans le cadre de la préparation du sommet de Johannesburg. Et il n'est pas anodin de voir que c'est en 2001 que la communauté internationale rassemblant des associations de consommateurs, cette communauté a interpellé l'ISO dès 2001 sur la nécessité d'élaborer un standard international sur la responsabilité sociétale. À partir de là, il y a eu un processus qui a été engagé par l'ISO pour consulter différentes parties prenantes. Ça a donné lieu à une conférence à Stockholm avec une présence de près de 350 experts qui regroupaient d'ailleurs différentes catégories comme les ONG, consommateurs, entreprises, organismes publics, gouvernements, etc. Je passe ces détails, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais les conclusions étaient positives pour engager des travaux, et notamment suite à la consultation de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale du commerce. L'histoire veut que les consommateurs qui demandaient cette norme internationale se basaient sur la chose suivante, la lecture que se faisaient les associations de consommateurs des rapports développement durable, voire des rapports RSE aujourd'hui des entreprises, n'était pas assez alignée, cette lecture, avec ce que devait être la stratégie des entreprises en matière de RSE. À partir de là, la norme s'élabore et je vous présente ici quel était le jeu des acteurs. On va pas parler de ça presque, enjeu et jeu des acteurs sur l'élaboration de cette norme. Les représentants des consommateurs souhaitaient développer une norme d'exigence qui permettrait de vérifier les démarches et les engagements des entreprises. Les ONG, elles étaient également sur des repères pour permettre au grand public de différencier les entreprises responsables. Les représentants des travailleurs, dès l'origine, étaient réticents parce qu'ils considéraient que la norme pouvait être une entrave aux prérogatives de ces représentants dans le cadre des négociations tripartites dans les entreprises sur tout ce qui est droit au travail, etc. Et donc, ils ont considéré que la norme devait être un outil supplémentaire pour promouvoir et favoriser l'application effective des conventions internationales. Les représentants des gouvernements, eux, souhaitaient le respect et l'application effective des textes officiels, et les représentants de l'industrie souhaitaient que ce cadre présente la flexibilité nécessaire à la prise en compte des spécificités de chaque contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez une bataille dès le démarrage de ces travaux entre des acteurs, notamment ONG consommateurs, qui étaient plus dans une approche d'exigence et donc de certification, au milieu des représentants, on va dire, travailleurs, gouvernements, qui étaient plutôt sur, finalement, on va laisser les choses en l'état, on ne veut pas bouleverser les pratiques actuelles, et les représentants de l'industrie qui veulent beaucoup plus de souplesse pour ne pas se voir finalement exiger un cadre formel et imposant, etc. Voilà quelle était la position. Ce qui s'est passé dans les débats, et là, vous allez tout de suite voir la similitude avec ce qui se passe aujourd'hui sur le reporting extra-financier. On avait une première vision qui était portée majoritairement par les industriels américains. C'était faire reconnaître des actions de philanthropie comme relevant de la RSE. Voilà. Et là, il y a eu une opposition ferme des Européens qui ne souhaitaient pas écarter cette approche, mais qui la considéraient comme un plus et qui ne remplacerait pas de toute façon la prise en charge de la RSE de la part des entreprises sur leurs activités propres. Une deuxième vision qui était portée par les Britanniques et plus généralement par les Anglo-Saxons, et également les États-Unis. Et donc qui était centrée sur le dialogue des parties prenantes.
et qu'on retrouve d'ailleurs hein, quand vous lisez aujourd'hui la Global Reporting Initiative, etc., quand vous analysez ce que veut faire SASB avec la fusion avec IRC, etc., cette approche par les parties prenantes. Sauf que cette approche, elle était assez réductrice. C'est-à-dire que ce n'était pas l'approche par les parties prenantes au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc, les Français, il faut savoir que la France, là, avait un rôle de leadership sur ce volet-là. On souhaitait apporter un pendant à cette approche, c'est-à-dire en s'appuyant sur les thèmes et les questions d'importance qui doivent être envisagées par les entreprises, y compris en l'absence de parties prenantes. Et donc, et là, j'ai repris une formule de la Confédération internationale des syndicats, qui était très juste d'ailleurs à l'époque. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait un syndicat des enfants travailleurs pour lutter contre le travail des enfants. Donc, il y avait la question, et si je vais essayer de vous illustrer ça, l'approche parfois qu'on retrouve, notamment aux États-Unis, c'est cette approche des parties prenantes. Je réponds aux attentes de mes parties prenantes sans forcément prendre en compte les grandes thématiques et les grands enjeux internationaux à court terme, moyen terme et long terme. Et je vous donne un exemple. Je gère une grande université américaine. Parmi mes parties prenantes, on souhaite que je distribue des produits alimentaires, on va dire, peu scrupuleux sur, je dirais, le bien-être des universitaires, donc les boissons sucrées, etc. J'ai répondu aux parties prenantes. Je ne me préoccupe pas finalement de grands enjeux de société qui sont portés là-bas aux États-Unis. Alors que l'approche de la France était non, l'approche par les parties prenantes est intéressante, mais attention, elle doit aussi se corréler aux grands enjeux et aux grandes thématiques. Et c'est ce que vous allez retrouver dans la norme que je vais vous présenter, à savoir que cette norme, suite à ces différentes discussions, a été adoptée en novembre 2010. Cette norme à laquelle ont participé près de 450 experts, 42 organisations internationales notamment, 99 pays, elle a été adoptée à une large majorité. Malgré tout, certains pays se sont opposés, ont voté contre la norme, malgré tout ce consensus qui avait été bâti, et parmi ces pays, les États-Unis. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette norme? Finalement, une définition très courte, on va dire, du principe de responsabilité sociétale d'une organisation, à savoir sa contribution aux enjeux de développement durable. D'où le premier slide que je vous présentais tout à l'heure, le lien avec conférence de Rio, sommet de Johannesburg, etc. On reviendra tout à l'heure avec des éléments clés de ces deux conventions internationales. Elle va vous présenter des thèmes incontournables. Et là, vous revoyez, et vous voyez que dans ces différents articles de la norme, finalement, une connotation très française, c'est-à-dire il faut savoir que l'article 6, il a été fortement guidé par la délégation française au niveau international, et notamment avec Christian Brodag à l'époque, etc., parce que vous allez retrouver cette notion des grands thèmes incontournables à prendre en considération dans une réflexion de RSE pour les entreprises. Et donc, vous aviez l'article 5 qui était effectivement l'approche par les parties prenantes, mais cette approche par les parties prenantes devait se caler sur des questions centrales de responsabilité sociétale. Et si je prends par exemple celle de l'environnement, vous allez retrouver des domaines d'action, 4 domaines d'action, dont celui du changement climatique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui mène une réflexion sur une approche crédible de sa responsabilité sociétale se doit d'analyser l'ensemble des domaines d'action de ces 7 questions centrales et à partir de son analyse interne, mais également de l'analyse externe, donc de son écosystème, de ses parties prenantes, doit définir quels sont ces domaines d'action prioritaires. Et on retrouve toutes les grandes thématiques aujourd'hui qui font l'actualité autour de la RSE. À partir de là, cette norme est construite de manière classique, mais je dirais que le cœur du réacteur se trouve sur les articles 4, 5 et 6. L'article 7 étant simplement, je dirais d'ailleurs c'est une faiblesse, et on verra tout à l'heure sur les enjeux de la révision, l'article 7 étant sur quelques lignes directrices de mise en œuvre de la RSE au sein des entreprises. Et donc, vous allez retrouver ici illustrés tous ces domaines d'action, donc toutes ces grandes thématiques qu'évoquait notamment la délégation française, qui a été d'ailleurs appuyée par l'Europe, était de dire, ben voilà, autour de ces 7 questions centrales, j'ai des domaines d'action sur lesquels aujourd'hui je dois me pencher pour savoir si l'un ou plusieurs de ces domaines d'action
doivent relever de ma stratégie en matière de RSE. À partir de là, cette norme a été publiée. Elle a, dans son cahier des charges, et ça, c'était du coup une réponse finalement à la position notamment des industriels, des représentants de l'industrie. C'était également, on va dire, une réponse à la position des représentants des travailleurs, mais pas du tout une réponse à la demande des ONG et des consommateurs, à savoir que cette norme a été rédigée sous forme de ligne directrice et donc non certifiable. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est que depuis sa publication en 2010, on fleurit ici et là une multitude de labels qui donnent lieu aujourd'hui à une floraison, notamment en France, de labels RSE, on va dire de manière très transparente, plus ou moins crédible, plus ou moins robuste, d'où la prise en charge dans le cadre notamment de la loi Pacte de la mission Coralie Dubost sur la mise en place d'un système d'évaluation de reconnaissance des labels RSE et notamment des labels sectoriels. Et le rapport a été remis à Olivier Grégoire le 30 novembre dernier et il sera présenté, je crois, officiellement, comme l'a dit Patrick, début janvier, avec une présentation très complète. Il faut savoir que parallèlement à ce rapport, un deuxième rapport est en cours de construction, d'élaboration. Il est quasiment dans la voie de finalisation. Il sera également, je pense, disponible pour début janvier. C'est le rapport de la plateforme RSE, rattaché à Matignon, qui est finalement un think tank de consensus autour de la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Et ce rapport qui a été rédigé et construit en étroite coordination avec la mission Coralie Dubost, ce rapport va émettre des recommandations très précises sur le déploiement des démarches RSE au niveau français, voire européen. Donc à partir de là, cette norme est publiée. Et pourquoi je vous ai fait ce retour en arrière? C'est pour comprendre les enjeux de la révision. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Eh bien, la France a pris l'initiative en mars dernier de demander une révision de la norme ISO 26000 pour différentes raisons. Tout d'abord, depuis 10 ans, il y a eu une actualité extrêmement importante, ne serait-ce que par exemple en 2015, définition de l'agenda 2030 avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, mais également des thématiques qui sont, je dirais, au cœur de l'actualité aujourd'hui, comme l'économie circulaire qui n'était pas abordée en tant que telle dans la norme ISO 26000, la notion de biodiversité qui était légèrement présente dans le cadre de la question centrale sur l'environnement, mais pas autant aujourd'hui que le souhaiteraient certains experts. Et puis tout ce qui est aussi, on va dire, gestion des risques liés aux pandémies. Et puis il y a d'autres sujets, mais ce sont ces sujets principaux pour lesquels les experts français, et je dis bien les experts français, qu'ils soient du domaine public ou privé, hein, c'est vraiment un consensus français, ont souhaité lancer cette révision et prendre le leadership dans le cadre de cette révision. Autre volonté de la délégation française, qui est une réduction sous la forme de fusion de certains domaines d'action. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez plus d'une quarantaine de domaines d'action rattachés aux 7 questions centrales. Il y a probablement une réduction à faire pour faciliter la lecture et l'appropriation. Et puis également, une suppression du chapitre 7 sur la mise en œuvre parce que beaucoup d'experts considèrent qu'il n'est pas, ce chapitre n'est pas assez développé pour être suffisamment opérationnel pour des entreprises et nécessiterait à lui seul, on va dire, un standard, une norme internationale sur généralement l'aide à la mise en œuvre de la démarche RSE. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une instruction qui a été menée et elle a donné lieu à un vote ISO. Je vous passe un peu les règles mathématiques pour l'adoption ou non du principe de révision. Toutefois, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le vote était positif. En toute logique, la révision aurait dû être engagée. Néanmoins, certains pays ont fait une très grande pression pour que les commentaires qui avaient été formulés dans le cadre des désapprobations de cette révision soient de nouveau bien analysés alors qu'ils les avaient déjà été, mais néanmoins, on fait une pression. L'ISO a trouvé, si je peux dire ainsi, une parade en différant finalement sa décision officielle
puisque parallèlement, en tout cas dans la continuité de la demande officielle de la France pour réviser la norme, il y avait ce qu'on appelle, et ça c'est dans les procédures ISO, à partir là très récemment de novembre, le principe de demande de révision quinquennale. Qu'est-ce que c'est? C'est un principe pour n'importe quelle norme internationale. Chaque comité membre de l'ISO est interrogé de manière régulière tous les 5 ans pour savoir si oui ou non il faut ajuster, réviser ou non la norme. Bon. Et donc l'ISO se dit, finalement, puisqu'on aurait dû avoir également ce processus engagé, laissons faire. Et du coup, la réponse définitive est attendue pour juin prochain. Vous voyez, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eh bien, il y a une volonté de deux grands pays, notamment les États-Unis et la Chine, de freiner un maximum et de faire en sorte que cette révision ne se fasse pas. On voit bien qu'on est vraiment sur des enjeux qui dépassent même largement le contenu même de la norme. C'était s'opposer à ça. Dans les arguments qui sont mis en avant, vous allez voir où je vais en venir aujourd'hui par rapport à ma présentation, apparaissent notamment les arguments suivants, mais puisqu'il existe des documents internationaux sur le reporting des entreprises, GRI, etc., mais, et là on voit tout de suite la subtilité et comme par hasard la concomitance qui se passe entre l'annonce faite par SASB et l'IRC de fusion, je suis quasiment persuadé que cette annonce va générer un argument pour certains pays, notamment les États-Unis, pour dire mais attendez, pourquoi aller réviser la norme ISO 26000 puisqu'il existe au niveau international tout un processus engagé sur le reporting intégré des entreprises. Et là, on en vient au grand débat, qui est le suivant. Est-ce qu'on doit simplement considérer que la prise en compte par des investisseurs de la notion de responsabilité sociétale des entreprises doit uniquement se baser sur du reporting et quelques indicateurs, ou doit-on aller plus loin, et là c'est l'objet de la norme ISO 26000, sur la pertinence et la robustesse des analyses stratégiques des entreprises pour définir leur politique en matière de RSE. Puisque à l'origine, la norme ISO 26000, elle a été construite pour combler un vide qui existe aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle dans le champ de l'expertise la rationalité substantive, c'est-à-dire aujourd'hui, le reporting extra-financier se trouve plus sur la rationalité évaluative, c'est-à-dire que je me base sur l'évaluation d'indicateurs, même si dans la construction des indicateurs, je pose des grands principes comme l'écoute des parties prenantes, etc., mais ça ne va jamais sur l'analyse de la pertinence de cette écoute, de la crédibilité des stratégies, etc., et c'était l'objet de l'ISO 26000 lorsqu'elle a été élaborée dans son processus d'élaboration entre 2005 et 2010. Donc on voit bien que là, il y a une tentation de certains acteurs de réduire au maximum l'impact que peut avoir l'ISO 26000 sur toute la négociation internationale aujourd'hui, et notamment de certains acteurs comme les investisseurs. Et comme par hasard, on retrouve dans ce blocage international sur la révision les mêmes principes qu'on avait eus au tout début, notamment positionnement du monde anglo-saxon, positionnement des États-Unis, là rejoint cela probablement par la Chine, qui souhaite finalement imposer leur propre point de vue aujourd'hui au niveau international. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je crois que Patrick l'avait dit, je ne suis pas sûr que l'Europe ait bien saisi l'enjeu aujourd'hui de la bataille entre SASB, IRC et notamment la directive européenne, et l'enjeu de la bataille avec cette norme ISO 26000. Voilà ce qui se passe au niveau international. C'était l'objet de ma présentation. Je vais peut-être laisser la parole et peut-être la place à des questions, mais pour bien exposer aujourd'hui, derrière finalement norme ISO 26000, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a le jeu d'acteurs qui relève de vraies stratégies pour influencer le monde de demain en matière de RSE et de crédibilité de la RSE au sein des entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Ce rappel et cette mise en contexte de l'outil 26000, qui de toute façon est un outil indispensable, puisque on se heurte aujourd'hui à cette question de l'évaluation des politiques. Donc, on aura toujours besoin d'un contrôle normatif qui doit être fait, et l'outil 26000, il faut qu'il retrouve sa place dans le dispositif, mais il y a deux dimensions. Il y a la dimension technique, on l'a abordé, et il y a la dimension politique. Et la dimension politique, c'est est-ce qu'on sert les mêmes objectifs ou pas?
Et donc, certains veulent se servir du technique pour faire de la politique et d'autres au contraire. Mais il y a là une bataille qui va nous occuper et il faut que les entreprises s'en mêlent, s'en occupent, aient une position et jouent leur rôle dans la matière. Donc voilà. Merci infiniment de ceci. On va répondre aux questions pour clore notre webinaire comme d'habitude à 12h30, donc moins d'une heure. Alors, on vous rappelle, vous avez le message que vous aurez les slides disponibles. Ça, elles sont à votre disposition comme à chaque fois. Et donc, je relance peut-être, Alain, la question de Catherine que je vois, c'est l'articulation ODD et ISO 26000. Comment vous la voyez? Ah bah, là, elle est très simple, hein. C'est finalement la norme ISO 26000, c'est finalement la méthodologie, hein, je vais appeler ça comme ça, hein, la méthodologie qui permet aux entreprises de répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU. Parce qu'à partir de là, et le parfait exemple que je peux donner, il y a eu la norme ISO 26030 dans le domaine agroalimentaire. Pourquoi cette norme a été élaborée? C'est juste une déclinaison de la norme ISO 26000. Elle a été élaborée d'ailleurs, et c'est la France hein, qui a été à la manette pour cette norme-là, notamment la coopérative agricole. Oui. C'était simplement faire ce lien avec les ODD, donc montrer finalement, lorsque je suis dans le secteur agroalimentaire, quels sont les ODD prioritaires. Vous savez, je parlais tout à l'heure des 7 questions centrales, mais il y a également les ODD. Et à partir de là, je fais une synergie entre ces 7 questions centrales et les objectifs de développement durable. Donc, et ce qui s'est passé, et là on en vient sur le jeu des acteurs, eh bien, la FAO s'est greffée à ces travaux, et la FAO aujourd'hui est une organisation qui fait la promotion de la norme comme étant l'outil de contribution aux objectifs de développement durable relevant du secteur agroalimentaire. Et donc là, par rapport à la question, eh bien, l'enjeu pour la norme ISO 26000, ça va être de montrer et démontrer ce lien qu'il y a entre comment je déploie une démarche pour contribuer de façon robuste et crédible aux objectifs de développement durable qui me concernent en fonction de mon secteur d'activité et de mon implantation territoriale. Alain, du coup, sur la partie climat, il y a une question en ce sens, je la relais. Ça veut dire que si je ne suis pas dans la logique SBT, par exemple, Science Based Target, dans la conformité à l'accord de Paris, eh bien, je pourrais pas être certifié ISO 26 dans une hypothèse d'avancement de cette révision. Qu'en pensez-vous? Alors là, on en vient sur… alors déjà, le débat sur la certification, c'est pour l'instant pas de certification. Hein. C'est la condition de révision, toujours pas. Ouais. Maintenant, on en vient sur les labels, parce que pas de certification, mais vous allez avoir des dispositifs de labellisation. Et donc là, je vais donner un exemple. Quand on prend le processus d'élaboration d'un label, notamment qui se case sur les lignes directrices de l'ISO 26000, en fonction du secteur géographique, du secteur d'activité et de la zone géographique d'implantation de l'entreprise et de ses sites, etc., on analyse, et c'est l'objet de l'article 5 et l'article 6, on analyse la pertinence, on va dire, de l'analyse de matérialité. C'est un bien grand mot, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? On va s'assurer que les domaines d'action stratégique de l'entreprise sont bien corrélés aux attentes de ses parties prenantes et aux enjeux de son secteur d'activité. Donc, dès lors que je suis une entreprise pour laquelle le changement climatique est un enjeu majeur, je me dois de l'avoir dans mon analyse de matérialité, ou alors c'est qu'il y a un défaut sur ce volet. Voilà. Oui. Alors, dernière question peut-être, Alain, ensemble, et pour résumer un peu, faire le lien avec l'actualité, c'est que, en fait, l'ISO peut avoir un intérêt pour l'Europe, pour l'Union européenne, quitte à la pousser elle-même à se l'approprier, est-ce possible, pour faire en sorte que face à des labels internationaux qui montent en puissance et qui s'installent avec des gouvernances, qui ont des gouvernances privées et tout à fait non not under control, est-ce que l'Europe n'a pas intérêt à utiliser l'ISO 26 comme un peu un label aussi de sa démarche d'ensemble qui est en train de se mettre en place de manière très exigeante, de la vigilance jusqu'aux accords de Paris, en passant par toutes les phases de la responsabilité? Eh bien, c'est en cours.
Voilà, Alors, c'est ça l'esprit. oui, alors il y a deux volets, hein. Je rappelle que on n'a pas cité le troisième rapport qui était intéressant, mais qui a été publié le 1er juillet dernier, hein. C'est un Oui, rapport sénatorial, notamment par la oui, sénatrice Elisabeth Lamure, qui mettait en avant notamment j'en avais déjà parlé. Oui, oui, voilà, le besoin d'aller vers, on va dire, un standard européen ISO 26000, etc. Eh oui. bien, la France a pris l'initiative récemment de proposer le lancement, ce qu'on appelle dans notre jargon un CWA, un Cern Workshop Agreement, c'est-à-dire Hum, un atelier européen qui élaborerait finalement ce que pourraient être les contours de la future norme ISO 26000 hum, hum. et qui pourrait donc du coup, eh bien, ça donne lieu à un document officiel qui Hum. serait la vision européenne de la révision de l'ISO 26000. Et Oui, donc, on voit bien que là, et c'est encore une fois l'initiative de la France, et là, il faut saluer et remercier les membres de la commission de normalisation qui siègent au sein d'AFNOR, de prendre cette initiative. On espère qu'elle va être acceptée. Et là, va s'opérer. Là, je pense que l'Europe a une carte à jouer, il y a une vraie carte à oui, jouer, qui oui, est avoir un poids prépondérant dans à la fois l'existence d'un référentiel qui fasse foi au niveau européen dans le cadre des négociations internationales. Voilà. hum, Et je pense hum. que si l'ISO ne prend pas ce leadership à un moment donné, parce que bloqué par certains pays, mais j'ai quand même bon espoir quand même que ça part, mais si ça ne passait pas, il faut que l'Europe fasse ce virage. Voilà. Oui, Juste un point, parce que j'ai vu des questions passer, oui, etc. oui, 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 oui. Rapidement, parce que souvent on pose la question sur les labels, et j'ai vu une question posée sur quels sont les mauvais labels. Euh, il y a, je pense, un volet très précis qui se dégage aujourd'hui sur la reconnaissance de la crédibilité et de la robustesse des labels RSE. C'est que, d'une part, il faut intervenir un organisme tiers et indépendant dans l'évaluation des entreprises, mais également cette évaluation se passe sur site. Et donc la première distinction à faire entre est-ce que je reconnais ce label comme un label crédible ou pas, c'est de regarder est-ce que c'est simplement la réponse à un questionnaire en ligne ou ça fait l'objet d'une évaluation sur site de l'entreprise. Voilà, sur la base d'interviews des parties prenantes. Alors Oui. après, il y a d'autres critères et c'est important de le noter. Oui, c'est la question de la preuve, qui peut passer aussi par, pourra passer, c'est une tendance qu'on note, qui est intéressante, Alain, par l'intégration, alors des parties internes à l'entreprise. C'est-à-dire que, après tout, pourquoi pas mettre le comité social ou les partenaires sociaux ou des représentants des salariés dans le processus d'agreement. Hein, Oui, puisqu'on peut pas faire des audits partout. Ça peut être, il peut y avoir des compromis. On est en train de chercher des méthodes, puisque évidemment, la mondialisation du sujet rend le contrôle sur place pas simple toujours. On pourra pas répondre à toutes les questions, mais peut-être on va en terminer. Alors, on va pas rentrer, c'est pas notre rôle, Alain l'a dit, de juger X, Y ou Z. On n'est pas là pour porter un jugement sur les acteurs en place. Mais tout ça est une vision qui tire les professionnels vers leurs responsabilités, c'est-à-dire voir clair, ne pas être en gros instrumentalisé, rentrer dans des logiques collectives, poser bien des jalons qui sont des jalons de long terme pour avoir des systèmes qui sont quand même porteurs de nos valeurs et pas des systèmes qui sont uniquement sur ce fameux débat, on va terminer là-dessus, de la matérialité vue par les États-Unis, qui est une matérialité, je dirais, dans l'intérêt un peu de l'entreprise avant tout, alors que nous la mettons en Europe sous l'angle de l'intérêt de l'entreprise et de l'intérêt de la société. Et qu'il ne peut pas y avoir, et ça c'est un point non négociable, il ne peut pas y avoir de progrès dans la normalisation si elle n'est pas sur ce concept de la double matérialité qui est du progrès économique à travers du progrès de la société. Et cette combinatoire-là, elle est absolument fondamentale et nous l'apportons parce que, évidemment, le durable n'est pas fait pour améliorer uniquement les entreprises. Il est fait pour, avant tout, répondre aux enjeux de cette planète et de notre population. Voilà. Donc, je voudrais, comme l'heure tourne et qu'on a un devoir de boucler à temps, mais vous recevrez les éléments et par nos mails et nos contacts, on est en dialogue les uns les autres, Alain Junot, moi-même, l'équipe des Colors. On essaie de faire notre travail de pédagogie ensemble avec vous, de participer un peu à cette compréhension de ce qui se passe pour agir mieux à l'intérieur de ce paysage
que nous allons vivre de manière encore forte en 2021, à n'en pas douter, avec des pressions sociales qui vont s'accroître et peut-être que ça infléchira les choses. Il y a le climat, mais il y a aussi les questions de la solidarité qui sont fondamentales et ça sera notre rendez-vous 2021, à n'en pas douter. Merci à vous toutes, à vous tous. Pour ceux que ça intéresse, donc je renvoie au dialogue MR21 qui est organisé avec Pascal Durand jeudi en fin de journée. Je pense que ça vaut la peine parce que là aussi, de l'ISO 26000 à la gouvernance durable, eh bien, il n'y a, je dirais pas il n'y a pas de rupture. C'est un continuum et c'est une construction d'ensemble. Alain, merci beaucoup de vos éclairages. Merci à vous tous. Et le mois prochain, on vous informera. On continue cet exercice qui essaie d'aider tout le monde à porter un regard lucide sur ce qui se passe. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.